3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est à nos côtés, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégoire. Christophe Dehonte nous accompagne également, gérant obligataire chez CPR Asset Management. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Et Edmund Ching est également à nos côtés, le directeur des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Jensen Huang l'a proclamé à l'occasion d'un événement organisé par le Financial Times. C'est la Chine qui gagnera la course à l'intelligence artificielle, avec un certain nombre d'arguments qu'il développe pour justifier cette prise de position. Comment vous comprenez le message envoyé par Jensen Huang? Pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant? À qui ça s'adresse? Et est-ce qu'il a raison? C'est bien adressé au gouvernement américain, aux entreprises américaines, évidemment. Donc, parce que c'est dans l'intérêt de Jensen Huang et Nvidia que tous les hyperscalers aux États-Unis, les sociétés comme Amazon, Alphabet, Meta, continuent à investir massivement dans les centres de données pour calculer, pour faire les calculs des modèles, les large language models, les modèles de l'IA. C'est normal. Il va vendre ses GPU, donc il faut quand même allumer. Donc, il leur fait un peu comment peur, on dit en anglais, mettre le feu en dessous des sociétés américaines. Allez-y, investir. Voilà, donc il faut continuer à investir. Mais c'est vrai que si on regarde les programmes d'investissement effectivement projetés par Amazon et autres pour 2026, déjà en 2025, ils sont en train de dépenser un montant énormissime sur les centres de données, mais 2026, encore plus. Or, la question de base est toujours la même chose. Cet argent vient d'où? Parce que même en 2025, ils consomment quasiment tout leur free cash flow avec les programmes de rachat d'actions, mais même on commence à voir le premier programme d'émission de dette par Alphabet et Meta notamment, mais peut-être les autres vont suivre après. Donc les questions pour 2026, on continue à investir comment? À financer ces investissements comment? Est-ce qu'on va avoir un impact sur l'investisseur dans les actions? Peut-être si on fait une suspension des rachats d'actions pour privilégier plutôt l'investissement dans le CAPEX, dans l'IA. Et enfin, la vraie question, peut-être les Chinois vont gagner. Peut-être. Parce qu'ils ne sont pas idiots. Non. Ils investissent depuis longtemps. Et il y a un certain nombre d'arguments, voilà. Même s'ils ont moins de data centers et même si, visiblement, les financements pour accumuler de la puissance de calcul sont peut-être moins importants. Jensen Huang, il le dit, ils ont l'énergie gratuite, déjà aujourd'hui. Ouais, pas gratuite. Gratuite, c'est subventionnée. C'est quand même important. Bah oui. Mais bien sûr, j'imagine bien que les prochains GPU lancés par Nvidia vont être plutôt économes en énergie, en termes de consommation d'électricité, un peu comme on parlait beaucoup d'Arm Holdings. Arm Holdings, c'est exactement l'architecture de Arm Holdings. C'est quand même produire ou donner des designs pour les processeurs qui fait des économies en termes énergétiques. Ouais. Et voilà, donc peut-être Nvidia va faire la même chose pour les prochains modèles. Le point de Jensen Huang, qui est un peu en opposition avec la stratégie de Trump, c'est de dire « laissez-moi accéder au marché chinois », ce qu'empêche aujourd'hui l'administration américaine notamment, « laissez-moi vendre mes meilleures puces aux Chinois », c'est ce qui permettra de les maintenir sous dépendance de technologies américaines. Ouais. Donald Trump, visiblement, a refusé d'évoquer notamment le sort de la puce Blackwell à l'occasion de sa rencontre avec Xi Jinping la semaine dernière. On sent que l'administration américaine et Jensen Huang ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là. Et voilà, mais aussi le gouvernement chinois, ils ont déjà décidé de suivre leur propre stratégie en développant leur industrie domestique de fabrication de puces. C'est évident. Moins ils auront accès à Nvidia, plus vite ils iront. Et voilà, je pense pour monter je pense que vers la fin. On est vers la fin. Les Chinois vont produire leurs propres puces, leurs propres processeurs, en oubliant complètement Nvidia. La Chine va gagner la course à l'intelligence artificielle, Raphaël? C'est une bonne question, une question importante évidemment pour les thématiques de souveraineté aussi, de défense. On sait que ces puces sont très importantes aussi de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi, au-delà de cette course à l'échalote, deux modèles qui s'affrontent avec effectivement ces modèles très consommateurs de ressources, de puissance de calcul, pour lesquels effectivement les puces Nvidia sont incontournables. Aucune technologie, y compris chinoise, n'est capable d'emmagasiner cette capacité de calcul aujourd'hui. Et face à ça, on voit maintenant ce qu'on appelle les Small Language Models,
c'est-à-dire des langages peut-être effectivement moins en capacité, mais qui sont probablement suffisants pour accomplir la plupart des tâches qu'on leur a demandées. Surtout dans un monde où peut-être on va moins construire et plus entretenir la vague IA avec ce qu'on appelle l'inférence, donc l'utilisation de ces modèles au quotidien. Et ce modèle-là, donc moins consommateur en puissance de calcul, il est plutôt chinois. Donc lequel de ces deux modèles va prévaloir? Clairement, ça va être à suivre. On n'a pas de certitude de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que M. Wang, côté NVIDIA, il joue sa carte à fond. Non, mais bien sûr. Oui. Et ce mouvement d'alerte, on sent très bien qu'il est très intéressé dans cette histoire. Ouais. Oui, mais deux stratégies, deux modèles économiques très différents. Un modèle qui est quand même plus facile à rentabiliser que l'autre, Raphaël. Non, j'imagine. Alors, à voir, à discuter, effectivement, compte tenu de l'équation chinoise avec des niveaux, des prix de l'énergie qui sont très faibles car subventionnés, on peut se permettre de multiplier les sources de calcul à travers une multitude de petits semi-processeurs. Là où, effectivement, l'équation est un peu différente aux États-Unis, où le prix de l'énergie est quand même plus cher. Donc, il y a aussi cette dimension-là. On va dire qu'un modèle s'accommode mieux de l'autre que l'autre géographiquement. Mais effectivement, on n'a pas de certitude. Et ça en revient toujours sur cette thématique de ROI, sur l'intelligence et de l'utilisation de ces gigantesques dépenses d'investissement. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On a, par exemple, beaucoup parlé de Meta récemment. Meta... Et après Oracle, celle qui dépense le plus relatif à ses revenus. Et malgré ça, on ne comprend pas très bien ce qu'ils cherchent à faire. Quel est vraiment l'objectif de ces dépenses d'investissement? Quel type de retour sur investissement on attend? Quel est l'horizon de ces retours? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la photo IA, on a d'une part NVIDIA, qui fait une profitabilité extraordinaire, mais on n'a pas tellement vu d'autres exemples d'entreprises qui vraiment tiraient leur épingle du jeu de cette vague IA. On s'interroge, on voit qu'effectivement, on commence à avoir des applications, on commence à avoir quelques signes, quelques commentaires qui indiquent que oui, ça y est, ça commence à être bénéfique pour certaines entreprises dans certains domaines, mais globalement, le grand gagnant et l'unique gagnant aujourd'hui, c'est NVIDIA. Donc effectivement, il y a une forme d'incertitude sur le futur. Et puis, je terminerai peut-être par une dernière dimension. Le gros des dépenses IA, le gros de l'activité IA aujourd'hui, c'est sur l'infrastructure. Et l'équation économique de l'infrastructure IA, elle n'est pas très attractive. Oracle est un excellent exemple. On voit effectivement une explosion du chiffre d'affaires d'Oracle à travers un carnet de commandes gigantesque, en particulier provenant d'OpenAI. Ce chiffre d'affaires, il va falloir investir lourdement pour le matérialiser, brûler du cash pendant au moins 5 ans et voir une réduction de marge assez drastique. Les marges d'Oracle comparées au début de la décennie vont baisser de au moins 10%, ce qui est quand même très significatif. Donc, beaucoup d'investissements, grande incertitude, des baisses de marge drastiques, des donneurs d'ordre d'ailleurs, quand on parle d'OpenAI, qui n'ont pas le cash qu'ils promettent. Non. L'équation financière est incertaine. On voit d'ailleurs les CDS, un CDS d'Oracle, ça bouge un petit peu. Enfin, j'imagine que ces boîtes-là, Alphabet, Meta ou d'autres, elles ont toute la capacité aujourd'hui à s'endetter un peu, Christophe. C'est ce qu'on a vu cette semaine avec l'émission d'Alphabet. Ils sont venus sur plusieurs tranches en euros et en dollars. Ça s'est très bien placé. Donc la demande de mémoire était 5 fois supérieure à ce qui était demandé par Alphabet. Donc globalement, ça se passe très bien. Après, comme le disait Raphaël, la question de la liquidité va rester très importante. Et maintenant, on est dans une phase où les banques centrales sont plutôt enclins à faire des baisses de taux, à assurer la liquidité. Est-ce que ça va continuer? Ça va être la grande question l'année prochaine. Ouais. On parle de jumbo émission, ils ont levé quoi? 25? On lève 25-30 milliards. Oui. Dans ce monde-là, en une fois, on est capable de lever 25-30 milliards. Sur OpenAI, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la CFO d'OpenAI s'exprimait là ces dernières heures. Et donc, on lui demande 1,5 trillion de dollars d'engagement de dépenses dans les prochaines années pour OpenAI. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Donc, elle explique. Il y a une équation, évidemment, mais on va trouver des fonds de private equity. Il y a des industriels qui vont nous aider, évidemment, et qui vont participer au financement de nos dépenses. Et dans cette même phrase, elle évoque à un moment une forme de garantie gouvernementale. Un backstop, c'est le terme qu'elle utilise en anglais. Backstop gouvernemental. Et là, évidemment, tout le monde réagit en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»
Est-ce que c'est des groupes qui vont avoir besoin d'une garantie publique pour justement financer ces dépenses de CAPEX historiques et sans comparaison dans un passé récent, en tout cas, Edmund. C'est là où je trouve que c'est intéressant de revenir à Chine et États-Unis. On a des États qui sont derrière ces entreprises aujourd'hui, même si elles ne sont pas au capital. Non, mais c'est un enjeu géopolitique, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas que entre les hyperscalers, mais la course contre la montre, c'est entre les pays aussi. Et malheureusement, l'Europe est nulle part, comme d'habitude. Alors, pour être complet, il y a quelques minutes, elle a rétracté ce commentaire. On m'a mal compris. Le mot, non, elle dit le mot n'était pas approprié, mais bon. Moi, je comprends qu'elle ait pu dire ça. J'imagine que le gouvernement américain ne pourra pas laisser tomber une boîte comme OpenAI au milieu du gué, en tout cas au milieu du chemin, et que s'il y a besoin de trouver des financements, avec en plus un Donald Trump à la manœuvre qui n'hésite pas à aller prendre des participations dans des boîtes privées, etc. Enfin, il y a une problématique systémique, très clairement. Il y a cette thématique de la circularité, où tout le monde se tient par la barbichette, on se nourrit mutuellement pour remplir les carnets d'ordre. Maintenant, on en parle aussi de l'extension, de la diffusion de ce risque qu'il y a à d'autres classes d'actifs, actifs privés, actifs liquides sur l'obligataire. Donc, effectivement, il y a une forme de systémique qui est en train de se développer. Et OpenAI est effectivement le point quasi commun à toutes ces thématiques. Bon. Alors, la CFO, elle dit qu'on est encore loin d'une euphorie suffisante pour heureusement que OpenAI reste une société non cotée en bourse pour l'instant, parce qu'un CFO d'une société cotée en bourse qui disait ça ouvertement... Elle refuse d'être cotée pour l'instant. Bien sûr. Elle a bien raison. Heureusement, mais je pense que l'acteur le plus intelligent dans cette histoire, c'est peut-être Microsoft, parce qu'il sous-traite pas mal de choses à OpenAI avec un investissement, important, mais quand même, ils sous-traitent quand même pas mal. Le deal qu'ils ont réussi à faire avec OpenAI pour prendre cette participation dans une activité qui va être une activité profitable. Oui, profitable un jour, mais cela dit, le risque reste plutôt avec OpenAI et pas du tout avec Microsoft. Donc ils disent, ils ont fait un investissement, mais après, c'est pas mon problème, c'est votre problème, réglez. Moi, je vais en profiter, on a notre accord, mais bon. Ça, c'est pas idiot. Après, juste pour être complet sur l'IA et pas avoir l'air trop négatif, ça reste une tendance exceptionnelle. Il faut être investi. À chaque fois, bien sûr. Les résultats des grandes entreprises de tech ont été encore tout à fait excellents, faramineux. On sent une forme d'accélération. Et dans le cas de ces entreprises de tech, d'ailleurs, la vraie problématique, semble-t-il, c'est pas tellement de trop investir ou de mal investir, c'est de rater le train. C'est que si elles ne font pas ces dépenses d'investissement maintenant, elles risquent de se faire déloger dans leur business historique, à savoir peut-être que demain il y aura un nouveau moteur de recherche ou un nouveau copilote ou un nouvel iPhone, d'une part, et puis elles vont rater le train de la nouvelle jambe de croissance qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais quand on parle robotique, voiture autonome, quantique, voiture volante, enfin on en entend tout en ce moment, ça sera peut-être aussi cette autre jambe de croissance. Donc beaucoup d'exubérance, un risque systémique, des bulles de spéculation, mais malgré tout une méga tendance de fond qui est assez exceptionnelle. On a beaucoup de mal en tant qu'humains normaux à se figurer effectivement à la fois ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer demain. Mais tous les big boss de l'IA étaient à Londres là, pour cet événement organisé par le FT, dont Yann Lequin, le français. Ils sont tous en train de dire que la super-intelligence, c'est pas dans 10 ans. C'est peut-être même, on a peut-être même des bribes déjà de super-intelligence dans certains modèles. Hein. Donc super-intelligence, ça veut dire que une bonne partie des tâches humaines peuvent être réalisées désormais par une intelligence artificielle. Sur la question de la liquidité, qui est l'autre grand pilier quand même des marchés et de la hausse des marchés qu'on voit et qu'on perçoit depuis plusieurs mois maintenant, hein, si on prend le point bas de Liberation Day, Christophe, comment les banques centrales vont gérer ces questions de liquidité? On sent, notamment du côté de la Fed, qu'on commence à regarder le niveau de liquidité un peu global du système, des réserves bancaires, etc., et qu'on approche peut-être d'une forme de limite, et qu'on a plutôt envie de rester dans un système, non pas de liquidité limitée, mais plutôt de rester dans ce système de liquidité ample qui nous a accompagnés depuis plusieurs années maintenant. C'est ce qu'a annoncé la Fed. Elle va globalement réduire arrêter son quantitative easing. Elle avait déjà réduit. Tightening. Ouais, c'est ça.
Pardon. Pour relancer le quantitative easing, donc peut-être à terme, peut-être à terme. Mais globalement, voilà, c'est une des questions. On a bien vu ces tensions sur le marché monétaire récemment, avec les problèmes des banques commerciales qui allaient se refinancer auprès de la Fed, avec des taux supérieurs au taux du taux Fed. Taux directeur, ouais. Exactement. Et on se retrouve avec maintenant une Fed qui va être poussée encore peut-être dans les prochains mois. Donc, ils ont annoncé au dernier comité que la baisse de décembre n'était pas actée. Pour l'instant, il y a encore des voix dissonantes, mais il n'y en a qu'une pour l'instant au sein du board. Donc, elle est pricée qu'à 65% dans le marché, cette baisse de décembre. Donc, globalement, elle va être faite. C'est une baisse de 25, même si certains demandent 50. C'est un des sujets. Après, ce sera la succession de Powell aussi. Ça va rajouter de l'incertitude dans le marché. Mais globalement, voilà, la liquidité va être maintenue, voire augmentée dans les prochains mois, parce qu'il y a encore des baisses attendues l'année prochaine. Il y a encore 3 baisses attendues au cours de l'année prochaine. Donc, globalement, d'ici mars, avril, il y en a déjà 2 supplémentaires de pricés sur 2026. Donc, on aura l'ensemble des baisses. Ouais. Est-ce que baisser les taux, stabiliser le bilan, c'est-à-dire arrêter la réduction, est-ce que ça permet de caper les taux longs ? Est-ce que ça permet de piloter un peu la partie longue de la courbe, par exemple, puisque c'est l'objectif d'un Scott Bessent. C'est pas tant les taux courts qui l'intéressent, mais c'est plutôt l'aspect mortgage, donc la partie longue de la courbe qu'il faut traiter. La partie courte va être monitorée par la Banque centrale, la partie longue, en fonction des niveaux de marché, on l'a bien vu, il y a eu plusieurs facteurs qui essayaient de maintenir, de faire pression à la baisse sur ces taux longs. On a vu Trump qui faisait pression dès que les taux s'approchaient du 5% sur le 30 ans, de façon à ce que ça ne pèse pas trop sur l'immobilier. Aujourd'hui, le taux 30 ans est autour de 4,70, donc la pression est un peu moindre. Et effectivement, la Fed aura possibilité également de réinvestir les tombées au fur et à mesure, peut-être plus sur des parties longues, de façon à éviter que les taux remontent trop. Donc le bilan redevient un outil de gestion active, j'allais dire, à la fois des risques financiers, mais aussi de la courbe des taux, quoi. C'est un nouveau bouton, c'est un nouveau levier pour pouvoir permettre de réagir en cas de crise sur les marchés. Donc c'est un nouvel élément, le marché l'a bien compris, c'est pour ça aussi qu'on est dans des phases de risk-on qui durent assez longtemps. Et puis on est aussi dans des phases où on voit globalement l'ensemble des banques centrales. Donc cette liquidité mondiale continue de croître parce que les banques centrales baissent les taux. On a vu la BCE, bon maintenant elle est en pause depuis 3 meetings, je crois. 3 meetings, oui, voilà. Et celui de décembre, il y aura une pause certainement aussi. Mais pour l'instant, plus rien n'est pricé au niveau de la BCE dans le marché. On a la Banque d'Angleterre qui a reporté sa décision pour des raisons de budget. On attend le budget, mais globalement, il y a quand même 4 membres qui ont voté pour la baisse. Donc, elle se fera. La prochaine se fera. Oui. La BOJ attend d'être sûre que l'inflation reparte bien à remonter les taux. Bon, dans le marché, elle est pricée. Bessent a demandé que les taux remontent encore un peu au Japon. Mais globalement, on se rend compte que sur l'ensemble des banques centrales au niveau des économies développées, on a plutôt des facteurs accommodants qui viennent pour soutenir les marchés. Et ça, c'est plutôt bien pour la prise de risque. Et on voit bien, on arrive en fin d'année avec l'ensemble des classes d'actifs. Au plus haut. Voilà. Le fait que la Fed remette son bilan en jeu, entre guillemets, elle se dote d'une arme importante pour 2026 pour... ce qu'on appelle contrôler la courbe des taux. Oui, je pense que absolument. Il en faut. Aussi, il ne faut pas oublier les Chinois qui vont faire à peu près la même chose. Programme de stimulus additionnel qui va venir, baisse supplémentaire de taux. Donc, ils vont bien sûr, ils rajoutent aussi de la liquidité dans le marché global, de côté chinois. Donc, si on a les Américains d'un côté, les Chinois de l'autre côté, ça aide. Ça aide quand même, évidemment. Donc, il y a cette compétition entre la Chine et les États-Unis pour justement soutenir leur économie. Donc. Voilà, exactement. On parlait de l'énergie gratuite en Chine, alors pas gratuite, mais très subventionnée, très peu chère. L'autre point clé, c'est les coûts de financement, effectivement, qui sont là aussi très très peu chers. Et un autre facteur quand même important, c'est le fait que le prix de l'électricité est en train de remonter aux États-Unis de manière assez importante. Donc attention, parce que si on a su toutes les centres de données qu'ils ont besoin d'électricité, mais les prix de l'électricité remontent, attention, ça va remonter la facture pour OpenAI et autres. Bien sûr, mais peut-être qu'on fermera des centres de données, je ne sais pas si on peut pas les alimenter. Il faut rajouter le niveau d'investissement, je ne sais pas, mais c'est un point d'interrogation quand même. Au moment que les Chinois disent non, on va contrôler nos prix, nous.
contrôle de la courbe des taux, fiscale dominance, on va soutenir l'expansion budgétaire des États qui voudront continuer de le faire. 2026 va se jouer encore à travers ce genre de schéma-là, Raphaël ? Clairement, c'est une thématique. Alors, les liquidités sont très abondantes en ce moment, effectivement. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de regarder la corrélation des liquidités disponibles dans le système avec les marchés. Globalement, il y a une jolie corrélation et les marchés aiment bien quand les liquidités sont abondantes, dirons-nous. Après, on peut quand même parler d'un point d'inflexion plus récemment. C'est vrai qu'il y a eu déjà le discours de la Fed qui a quand même surpris sur le fait que finalement, les baisses de taux n'étaient pas si garanties et qu'il y avait une forme de dissension qui était très forte. On a rarement vu une Fed aussi divisée, avec d'une part certains qui pensent que oui, les taux sont trop restrictifs aujourd'hui, que le taux neutre, il est peut-être 75 points de base plus bas, et que dans ces conditions, il faut quand même se précipiter pour baisser, mais un discours tout à fait cohérent face à celui-là, qui consiste à dire, attention, l'économie est en grande forme, les résultats des entreprises sont étincelants, les marchés sont au plus haut, les conditions financières sont excellentes, pourquoi baisser les taux ? Et donc, cette dissension-là, elle est finalement assez récente et elle marque une forme de point d'inflexion. Et même sur les autres banques centrales, on ne va pas te faire de généralité, mais effectivement, la BCE n'a peu ou prou terminé, en tout cas pour l'instant. La Banque centrale du Japon va monter ses taux. La Banque centrale de Chine est quand même beaucoup plus proche de la fin que du début. On est quand même sur une forme d'inflexion. Donc, on n'est évidemment pas dans un schéma d'aspiration de liquidité. Mais c'est vrai que cette thématique de desserrement, elle va petit à petit toucher à sa fin. Ouais. Et les bilans des banques centrales, ça va redevenir des outils centraux. La Fed en a déjà parlé très explicitement. La BCE, pour l'instant, n'est pas encore au bout de la réduction de son bilan, mais j'imagine qu'à un moment, on se posera la question du bon niveau de liquidité à maintenir dans le système, là aussi. Ouais, c'est un bon outil à avoir, effectivement, pour le banquier central, dont ils étaient privés maintenant depuis un certain temps. Et c'est vrai que cette thématique de la pontification de la courbe, elle est aussi problématique, en particulier aux États-Unis, où elle est devenue quasiment un totem politique. Les taux sont trop élevés, ils handicapent les financements de l'économie, sur les mortgages, sur l'économie réelle. Et c'est vrai que la partie longue de la courbe, elle est aujourd'hui très sensible au bruit politique, au bruit des déficits, aux perspectives de croissance, de tarifs. Et donc finalement, est-ce que grâce au bilan, les banquiers centrales pourraient à nouveau reprendre un petit peu la main sur la partie plus longue? Ça sera à suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire des marchés de crédit aujourd'hui, Christophe ? Est-ce que, comme les marchés actions, là aussi, c'est des marchés qui sont au plus haut, bien valorisés ? Est-ce que les petits cafards, comme les appelle Jamie Dimon, qu'on a vu sortir il y a une dizaine ou une quinzaine de jours aux États-Unis, First Brands, Tricolor Holdings et peut-être quelques autres, qui ont provoqué comme ça un petit moment de remous, on va dire, est-ce qu'on peut avoir des choses qui apparaîtraient, qui se diffuseraient et qui remettraient en cause peut-être un peu globalement le pricing et la valorisation de la classe d'actifs crédit aujourd'hui ? Pour l'instant, lorsqu'on regarde la classe d'actifs, on voit qu'il y a toujours des flux rentrants sur cette classe d'actifs, aussi bien sur l'IG que sur le high yield. D'accord. Donc il y a de la demande, les émissions se passent bien. On voit bien cette semaine, il y a encore à peu près 15 à 20 milliards d'émissions sur la partie IG. Pareil sur la partie high yield, on est autour de 3 à 4 milliards par semaine. Les émissions se passent très bien, la demande est soutenue et les spreads de crédit sont très tight lors des émissions. Les primes d'émission sont très tight, très serrées. Donc, il n'y a pas il faut pas que les entreprises qui viennent à l'émission surpayent pour avoir accès au financement. Donc, tout se passe bien. Aujourd'hui, également, on se rend compte que, effectivement, la classe d'actifs, on se dit, les spreads de crédit sont serrés, mais comme si on regarde le niveau des taux, au final, les rendements sont plutôt attractifs. Donc, le yield sur le crédit est plutôt attractif. On est sur des niveaux sur le bas IG qui sont autour de 4%. Donc, ça reste de l'IG, de l'investment grade, de qualité. Et on peut aller capter du 4% à 10 ans. Donc, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va arriver dans une phase avec la fin d'année où ces émissions vont diminuer. Donc, l'attrait va rester important de la part des investisseurs parce qu'ils doivent placer leur cash, mais il y aura moins d'émissions. Donc, la classe active va rester plutôt demandée jusqu'à la fin d'année.
début d'année prochaine, on sait qu'à nouveau, on va avoir un flux important d'émissions d'émetteurs qui vont revenir sur le marché. Et là, effectivement, ça peut peut-être desserrer un peu le spread. Mais en fait, tous les événements qu'on a eus récemment, c'est vraiment des petits points particuliers. C'est pas systémique. Ça fait un léger écartement. Et dès qu'il y a un écartement, ça revient tout de suite. Ça revient tout de suite. Ah ouais. C'est un buy the dip. Oui, voilà. Même pas en une journée, c'est revenu. Donc, on voit bien que les investisseurs ont attrait pour cette... Et la qualité des émetteurs crédits reste bonne. C'est-à-dire la génération de cash flow, ce qui est important quand même pour rembourser la dette. Il n'y a pas de signal d'inquiétude. Il y a très peu de défauts. Les taux de défaut sont très bas sur la yield. Donc, en fait, on se rend compte que il y a du rendement et on est plutôt bien payé pour cette classe d'actifs. Ouais. Raphaël, chez Tikehau, vous avez les deux zones les deux univers d'investissement, privé et public, bien sûr, voire des incidents aussi idiosyncratiques soient-ils dans des marchés de crédit privé qui ont connu une croissance spectaculaire depuis 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire des marchés qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, lors des crises précédentes, pour dire les choses, Raphaël. Quel niveau d'alerte ça fait résonner chez vous ? Et est-ce qu'on imagine des passerelles, des canaux de contagion des marchés privés vers les marchés publics ? Pour le crédit, en l'occurrence. Effectivement, le niveau de vigilance a monté. Donc, effectivement, on fait du liquide et on fait aussi beaucoup de dettes privées chez Tikehau. Effectivement, sur le liquide, pas de signe de changement de cycle. Les taux de défaut sont bas, la qualité des émetteurs est bonne, les taux de levier sont en ligne avec la moyenne historique. Il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur. Après, il y a des zones un petit peu moins enthousiasmantes, les autos, les chimies, bon bref, évidemment. Mais en moyenne, il n'y a pas vraiment de signaux d'alerte. Sur la dette privée, donc on est sur des segments d'entreprises plus petites, évidemment. Et là, effectivement, on sent qu'il y a une forme de ralentissement. D'ailleurs, ça se voit sur les taux de défaut, de défaillance, des petites entreprises en France et ailleurs. Il est en hausse, il est même assez haut. Et on commence à sentir une forme de tension chez certains émetteurs, pas nécessairement bien positionnés en termes sectoriels, par exemple. C'est souvent des histoires assez idiosyncratiques, secteur par secteur. Donc ça, c'est une réalité. Et de plus en plus, on voit effectivement une forme de déliquescence de la qualité des crédits. En revanche, est-ce qu'on va réussir d'emblée à faire le lien entre ces histoires très spécifiques dont vous parliez, First Brand, Tricolor, qui sont des histoires de fraude sur un segment de la dette qui est du trade financing, qui est aussi très spécifique, avec des falsifications, des actifs qui ont été collatéralisés plusieurs fois, d'une part, et d'autre part, une forme de contagion systémique à l'ensemble du marché. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Ce qu'on va quand même pouvoir dire à la lumière de ce qui se passe là, c'est qu'effectivement, à un moment où le cycle s'est beaucoup étiré, où le marché des loans, le marché de la dette privée, voire même le marché du liquide a beaucoup cru, avec énormément de demandes, est-ce que, dans une certaine mesure, la qualité des audits de crédit que certains investisseurs font en amont des investissements est suffisante ? Est-ce que finalement, dans cette course au rendement et à l'investissement, on n'a pas pris quelques raccourcis ? On a quand même été surpris de voir que certains grands investisseurs étaient investis dans ces émetteurs à problème et qu'ils avaient raté. Ils avaient raté, je ne sais pas si c'était un éléphant dans un couloir, mais enfin, il y a quelque chose qui clochait. Donc ça a des signes de fin de cycle un peu déplaisants, et clairement, on va être plus vigilant, clairement, en moyenne, j'imagine, dans l'industrie, vis-à-vis de cette thématique. On m'avait expliqué, c'est les touristes. C'est des gens qui se déplacent sur des marchés pour aller chercher du rendement qui ne sont pas leur marché naturel ou leur marché de prédilection, d'une certaine manière, et peuvent se retrouver à rater, comme vous dites, l'éléphant dans la pièce. Quoi. Exactement. Et avec du cash à investir, beaucoup de demandes, il faut déployer. Et donc, à un moment, on y va peut-être un peu trop vite sans avoir fait tout le travail nécessaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'investissement ? On n'a pas beaucoup parlé de l'Europe. On a évoqué un peu la Banque Centrale Européenne, mais c'est vrai il y a peut-être encore un mois de marché avant qu'on clôture les books pour l'année 2025. Quand on regarde quand même, encore une fois, les performances des grands indices mondiaux, alors l'Asie a connu des performances spectaculaires, Corée du Sud, Taïwan, c'est des performances spectaculaires pour ces marchés-là. Même dans les émergents, enfin la Chine en tout cas, offre des performances importantes. Mais encore une fois, l'Europe ne démérite pas. L'Europe n'a pas démérité cette année, sur le plan boursier en tout cas, Edmund. Oui, mais ça va, il y a des segments qui restent toujours intéressants en Europe quand même. Par exemple, le secteur bancaire. On en parlera juste après.
Voilà. On garde les banques. On garde les banques, là. Ouais. On garde les banques, les utilities, ça marche aussi bien. Deuxième meilleur secteur. Voilà, c'est le deuxième meilleur secteur. Tout ce qui est autour de l'infrastructure, parce que quand même, on parle beaucoup de cette plan d'infrastructure, de dépenses d'infrastructure par les Allemands. Pour l'instant, ils n'ont pas dépensé un sou. Non. Voilà, Non. ça va venir plutôt en 2026. On sera surpris positivement. Je pense parce que si je regarde le momentum économique en Europe, on est en train d'accélérer un tout petit peu. Ben, le point de départ, il n'est pas fabuleux. La France a accéléré 0,3, 0,5, mais c'est pas drôle. On a fait 0,3 au Q2 et Voilà. on fait 0,5 au Q3 Mais moi, en France. Voilà, en France, en Allemagne aussi. Et je trouve, encore une fois, le facteur important va être toujours les coûts énergétiques. Parce qu'il faut quand même, il faut jamais oublier le fait qu'aujourd'hui en Europe, pour le prix de l'électricité et le prix des gaz naturels, on paye toujours 2 fois plus cher aujourd'hui qu'on a payé avant 2022, avant le début de la guerre en Ukraine. Donc les prix baissent, mais on paye les ménages, les sociétés payent toujours très cher leur énergie. Et ça, c'est quand même un frein sur la consommation domestique, c'est aussi un frein sur l'investissement, et enfin un frein Mais sur la croissance. on va continuer pendant un temps de le payer cher. Oui, mais si ça diminue un peu, ça peut aider Marginalement, quand même. Marginalement, ça aide la croissance, enfin. Je comprends. Parce que c'est un taxe un peu moins cher. Ouais. Donc l'Europe reste quand même un territoire... Non, je reste assez optimiste quant à l'Europe. Mais cela dit, il faut jeter un œil sur le Royaume-Uni. Ah, Le Royaume-Uni, c'est bien qu'on en parle. qui fait toujours partie de l'Europe, Oui, géographiquement parlant. Oui. voilà. Et c'est toujours un marché qui performe très bien, qui est assez peu cher. Le résultat trimestriel des banques anglaises, de boîtes de pharma, c'était de bonnes mines aussi. Donc, je pense qu'il faut quand même jeter un œil sur le Royaume-Uni pour une fois. Ouais, effectivement, un call sur le Royaume-Uni. L'Europe, là aussi, pour vous chez Tikehau, c'est un territoire d'investissement avec peut-être un alignement de planètes qu'on a parfois du mal à voir. C'est vrai que l'Europe n'a pas bonne presse tous les jours. Mais quand on essaye de regarder les choses objectivement, en mettant de côté un peu les émotions et, j'allais dire, en plus les questions politiques qui peuvent surgir ici et là. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui est peut-être embêtée avec un problème d'un gouvernement sans soutien. Mais bon... quand on regarde les choses froidement, il y a quand même des super opportunités, vous dites, aujourd'hui en Europe. Ouais, on a pas mal rééquilibré sur plus d'Europe, effectivement. Sur cette idée qu'effectivement, fondamentalement, on va avoir une forme de réaccélération. On a certains moteurs qui se rallument. L'Allemagne en sera un, avec son déploiement budgétaire en 2026. On peut même parler de 2025, où elle a encore beaucoup de capacités budgétaires non utilisées, ce qui fait penser à certains que le dernier trimestre en Allemagne pourrait être positif. Donc ça c'est intéressant. Cette idée aussi qu'il y a probablement plus de marge donc fiscale à travers l'Allemagne, mais même monétaire, moins de pression inflationniste. Si quelque chose devait se passer, peut-être que la BCE serait moins contrainte. Ça aussi, c'est globalement positif. On va même, allez, soyons fous, peut-être être un peu optimiste sur la France, dire qu'en 2026, à l'approche des élections, on va peut-être un peu moins se retrouver dans cette instabilité politique chronique, que si on a un budget demain, on va commencer à gagner en visibilité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Là, j'exagère dans l'optimisme. Non, mais ça peut être un scénario rose. Allez, scénario rose. Ouais. Et au-delà de ça, on a des facteurs techniques qui sont favorables. Les valos sont très décotés, toutes classes d'actifs confondues. Sur les actions, c'est la plus large décote de l'histoire. Jamais l'Europe n'a été aussi peu chère. Donc, il y a beaucoup de choses dans les prix globalement. Et en termes de flux, on voit un rééquilibrage vers plus d'Europe. On le voit dans la donnée, mais on le voit aussi de manière anecdotique avec beaucoup de grands investisseurs internationaux en Asie, aux États-Unis, à qui on parle, et qui sont aujourd'hui très obnubilés par cette idée qu'ils ont trop de dollars, que d'ailleurs, le dollar qui baisse comme il a baissé, ça fait mal à la performance, et que quand on regarde ailleurs pour investir dans un marché liquide et profond, il n'y a pas 50 choix non plus. Ouais. Et tous ces facteurs d'une réaccélération d'une part et des facteurs techniques favorables d'autre part rendent un peu plus optimiste. Est-ce qu'on va retrouver de la croissance bénéficiaire? Parce que c'est quand même ce qui manque, Je veux dire, les flux, les valos, etc., tout ça, c'est une réalité. Est-ce qu'on va avoir un redéclenchement des croissances bénéficiaires des grandes entreprises cotées? Ouais, alors ça, c'est D'accord. On n'y est pas tout à fait. On l'a vu là sur le dernier trimestre. On ne sera pas très loin de zéro, voire un peu négatif. Il y a beaucoup de disparités, ceci dit. Alors, les banques tirent par le haut. Ça, c'est la bonne surprise. Mais c'est vrai qu'on continue à être englué sur les autos, par exemple, sur les matières premières. Donc, il va falloir qu'effectivement, cette réaccélération, elle puisse un petit peu s'élargir à d'autres secteurs que le secteur bancaire jusqu'à présent. On a vu que le luxe avait globalement plutôt surpris à la hausse. Donc, on commence même à imaginer une forme de rebond de l'activité sur le luxe et des valeurs du luxe. Et puis,
On a beaucoup parlé ces derniers temps de concentration du leadership de performance aux États-Unis autour de la tech. C'est moins le cas en Europe. L'Europe a vu une forme d'ouverture de sa performance à d'autres secteurs, des secteurs plus cycliques, plus value. On parlait des autos qui ont des problèmes opérationnels. Je crois que c'est le meilleur secteur en octobre. Ouais. Et donc, cette diversification de la performance, cette déconcentration du leadership de perf, il est déjà très positif pour les investisseurs et il peut être annonciateur d'une forme de cycle plus positif aussi pour les marchés. Donc, ça rend le marché un peu plus solide, quoi. Un peu plus solide. Moins vulnérable, peut-être. Et des investisseurs qui se positionnent sur cette idée que finalement, le cycle va redevenir positif en Europe. Donc, c'est peut-être pas un mauvais moment de se positionner. Bon. Et l'Allemagne va donc émettre de la nouvelle dette, Christophe? Oui, certainement. Enfin, oui, l'année prochaine. Ça change quoi à l'équation financière des souverains en Europe, d'avoir un pays généralement assez conservateur sur ses émissions de dette qui va se relâcher un peu là? L'année prochaine, d'après ce que j'ai vu, en Allemagne, on aurait à peu près 40 milliards d'émissions brutes supplémentaires. Donc, par rapport aux montants qui ont été mis cette année. Donc, des montants en hausse, c'est ce qui pousse un peu les émissions brutes en zone euro l'année prochaine à plus 20 milliards. Mais si on regarde les émissions nettes, globalement, on est à peu près sur les mêmes niveaux en 2026 qu'on était en 2025. Donc, pas de stress non plus là-dessus. Après, on l'évoquait, l'inflation, c'est pas un sujet pour l'instant parce qu'on voit bien que l'inflation en zone euro va rester sous les 2%. Donc, la Banque centrale est très à l'aise. Si jamais il y a un besoin d'intervenir ou sur un secteur ou sur une dette, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce qu'on a moins évoqué, c'était aux États-Unis, cette inflation qui repasse au-dessus des 3%. Et le pricing de la Fed me semble un peu optimiste actuellement. Ce que le marché attend de la Fed. Exactement, oui. Avec les 3% d'inflation, voire plus. On n'a pas tellement de données aujourd'hui, mais on voit que sur le marché, actuellement, les dernières données d'ISM, etc., montraient que l'économie US était plutôt en bonne tenue, elle repartait. Donc, est-ce que la Fed va délivrer, Raphaël l'évoquait, en décembre, ça reste toujours sujet à question. Peut-être que cette inflation qui redécolle avec des prix d'énergie comme le... Voilà, vont contraindre la Réserve fédérale américaine plus vite que ce qu'on imagine. Oui. Bon. D'où peut-être aussi la partie bilan. Enfin, voilà. Il y a les deux outils qui sont sur la table désormais pour la Réserve fédérale américaine. On a passé le point bas peut-être pour l'économie américaine, Edmond? Le point bas? Ouais. En termes de quoi? De croissance. En termes de croissance, on n'est pas loin des 4%. Comment c'est les points bas? Mais sur l'ensemble de l'année, on fera quand même un peu moins de croissance aux États-Unis sur 2025 que sur 2024. Il faut quand même attendre un ralentissement de la croissance économique aux États-Unis dans les prochains trimestres. D'accord. Oui, on a le shutdown, mais ça, on espère que ça soit temporaire. Peut-être on aura un effet peut-être temporaire sur la consommation domestique, mais à plus long terme, il faut quand même regarder le marché d'emploi. Le marché d'emploi, c'est calme. Ouais. On a quand même les augmentations de salaire sur rythme annuel. On a à peu près, ça dépend quel indice qu'on prend. Oui. Atlanta Fed, 4%, mais si on prend Indeed.com, 2,5% en termes de croissance en rythme annuel. Donc 2,5%, si on prend 2,5%, mais inflation 3%, là, c'est pas bon pour le pouvoir d'achat. Non. Donc, normalement, ça veut dire que la plupart des ménages américains seront sous pression si le taux d'inflation reste au-dessus de 3% et surtout si le taux de chômage remonte un peu. Et voilà, avec un marché de l'emploi qui est peut-être en train de sortir de la zone low hiring, low firing, peut-être que les firings sont en train d'arriver un peu. C'est Challenger qui nous le dit aujourd'hui, c'est ça. Exactement. Si on écoute Walmart, Amazon, des autres boîtes techno, ils sont en train quand même de licencier. Peut-être on peut dire qu'ils ont recruté trop de personnes en 2021, 2022. Maintenant, ils sont en train de dire, OK, ça suffit. Maintenant, on peut alléger un peu. Ouais. 153 000 destructions d'emplois, je crois, selon l'enquête Challenger Gray pour le mois d'octobre, ce qui en fait un des pires mois d'octobre de ce point de vue-là depuis 20 ans. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour cette discussion de marché dans Smart Bourse. Edmond Ching, BNP Paribas Private Wealth Management, bien sûr. Christophe Deonde, CPR Asset Management et Raphaël Thuin, Tikeo Capital.